Monsieur Omar Ali Evado, je vous propose dans cet entretien que nous ayons deux parties. D'abord une partie qui sera sûrement la plus importante concernant les terribles affrontements intracommunautaires qui ont eu lieu à Djibouti en juillet et en août, et ensuite sur la situation des droits de l'homme en général, les viols, les tortures, les arrestations arbitraires que vous nous signalez régulièrement. Concernant les terribles, je dirais, heurts intracommunautaires, nous avons suivi le déroulement, parfois même heure par heure, et votre dernier rapport, celui signé de la LDDH avec votre signature, était extrêmement précis sur tous les faits qui sont déroulés en juillet et en août. Aujourd'hui, ça fait un mois que les événements dramatiques du 1er et du 2 août se sont déroulés. Vous avez... est-ce que l'on peut dire que toujours c'est une manœuvre gouvernementale et qui a mis en œuvre les forces de police locales? Oui, oui, la LDDH maintient ses soupçons toujours sur la manœuvre du gouvernement et sur l'action néfaste de la police. En effet, oui. la police cultive les tensions intercommunautaires, tantôt en tenue civile, tantôt en uniforme. Pour la LDDH, la police constitue les principaux acteurs de la tension qui ont été pour le 1er août et le 2 août, alors que le peuple est un peuple uni dans la misère et cette tension n'avait pas sa raison d'exister. Mais c'est la police qui a cultivé et qui entretient cette tension dans le milieu populaire. Et après, en réalité, les risques existent toujours, mais nous conseillons au peuple de les passer. On va parler des risques qui existent, mais voyons, moi je suis à Paris, mais pour moi, dans une immense majorité, les Djiboutiens ne sont pas tribalistes. Ce sont des populations qui cohabitent, je dirais, majoritairement dans le calme et dans le respect du voisin. Alors, c'est vrai qu'il y a des acharnés qui sont acharnés pour susciter la violence et la haine. À votre avis, ces gens-là sont des agents du régime ou des marginaux, je dirais, extravagants? Voilà, et ce sont les deux à la fois. Et il y a les éléments du régime qui est à la source de ces tensions, et les marginaux aussi qui vivent la plupart du temps à l'étranger, qui n'ont aucune réalité quotidienne. Ben, pour vous dire, par exemple, maintenant, la situation, par exemple, les Djiboutiens ne sont pas tribalistes. La raison a été prouvée parce qu'il y a eu des voisins à Issa qui ont sauvé les familles afar de l'acharnement, de lynchage. Et la police en tenue civile menée contre les possibles citoyens. Les Djiboutiens sont en principe, c'est un peuple pacifique qui connaissent la valeur du voisinage et qui entretiennent de bons voisinages, mais ce sont des marginaux qui cultivent et les éléments du régime qui cultivent ces tensions. Et ils arrivent à trouver des secours au sein de la population parce que la majorité des jeunes sont au chômage et c'est pour ça qu'ils ont trouvé un terrain fertile pour déclencher ces tensions. Très bien. On sait qu'il y a eu des affrontements en Éthiopie. Pour moi, il y a deux types d'affrontements. Il y a eu des affrontements entre des tribus, les Afars et les Somalis, pour ne pas les citer, mais surtout, il y a eu l'avancée du Tigré, des troupes tigréennes qui n'ont rien à voir avec la situation à Djibouti, mais qui ont à voir avec la situation en Éthiopie. Mais est-ce que ces événements ont pu avoir une répercussion sur ceux de Djibouti? Est-ce que ça a eu une influence? Pour ce qui est, oui, c'est certain que l'affrontement en Éthiopie entre les Afars et les Issa ont de sérieuses répercussions négatives sur les comportements djiboutiens.
quant au conflit tigrien, je ne pense pas que ça soit aussi important pour les Djiboutiens parce que les Djiboutiens n'ont aucune affinité à part le régime avec les Tigréens. C'est le régime, c'est les pouvoirs djiboutiens qui entretiennent des affinités avec des affinités avec le régime tigréen de l'Éthiopie. Et c'est toujours le régime djiboutien qui maintient des affinités avec la rébellion du TPLF en Éthiopie. Mais la population djiboutienne ne sont pas réceptifs à ce genre de trucs, sauf lorsqu'il s'agit de la confrontation entre les Afars d'Éthiopie et les Issam d'Éthiopie. Et c'est ça qui peut être l'élément déclencheur et que le gouvernement utilise comme il le veut et quand il le veut pour dresser les uns contre les autres. On a parlé récemment, dans plusieurs interlocuteurs m'en ont parlé, et on s'est même été évoqué dans une certaine presse, on a parlé de distribution de machettes à Djibouti, ce qui est extrêmement dangereux parce qu'on sait qu'il y a peu d'agriculteurs à Djibouti, donc c'est pour faire autre chose. Et il reste toujours dans les mémoires les tragiques événements du Rwanda. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ou est-ce que c'est une nouvelle qui n'est pas confirmée? Nous avons certes entendu cette nouvelle de distribution de machettes et nous avons essayé de documenter sur le truc, mais on n'a pas pu encore terminer cette documentation et nous sommes toujours à la recherche. Nous avons appris que la police distribuait des machettes dans certains quartiers du Balbala, mais nous n'avons pas encore terminé notre documentation. Et c'est la gendarmerie qui avait parlé de ça. La gendarmerie avait arrêté 3 individus qui avaient prétendu que ces individus qui avaient été arrêtés par la gendarmerie avaient dit qu'ils avaient réceptionné des machettes et qu'ils allaient passer à l'action contre les civils Afar. Et nous avons alerté aussi là-dessus, mais nous avons écrit dans notre rapport que ces risques existent, mais nous n'avons pas terminé totalement cette documentation et nous sommes toujours à la recherche de cette information pour que ça soit confirmé une fois pour toutes. Et nous sommes vraiment nous sommes surpris que la police distribue des armes alors qu'elle devait ramasser. Et nous avons appris, mais nous sommes toujours à la recherche de cette information et nous continuons à les documenter. Merci. Donc vous attendez une confirmation. Cela dit, maintenant on va parler un peu de l'avenir. Je vous avais un peu interrompu là-dessus. Est-ce que vous craignez, est-ce que les risques d'un nouvel embrasement sont présents à Djibouti ou est-ce que les choses vont se calmer, sauf réactivation par le régime? Voilà, le risque d'embrasement existe parce que les acteurs de ces embrasements sont toujours sur le terrain, tant par la police que par les marginaux de la société djiboutienne. Cette situation est malheureuse, mais le peuple maintenant, je crois que le peuple djiboutien commence à comprendre les tenants aboutissants de cette tension, parce que cette tension n'a pas la raison d'exister. C'est une tension qui n'a pas la raison d'exister, parce que le peuple djiboutien est uni dans la misère, est uni dans le problème quotidien, et ils n'ont pas le temps de s'occuper des problèmes qui ne les concernent pas. C'est un problème qui est transfrontalier, qui se passe de l'autre côté de frontière, et ça n'est rien ni l'un ni l'autre, sauf quelques personnes qui ont des proches en Éthiopie, mais la majorité des Djiboutiens ne sont pas intéressés par ce truc. Mais n'empêche que les extrémistes ont toujours la possibilité de déclencher cette crise entre les communautés. D'accord. À votre avis, au fond, le régime de Guelleh, vu de Paris, vu de la RDHD, il est quand même en grande difficulté dans la population. Il n'a plus le soutien de la population. Est-ce qu'il ne se sert pas de ces affrontements pour faire ce que l'on appelle depuis longtemps diviser pour régner? Est-ce que ce n'est pas une façon de se maintenir au pouvoir? C'est certain, parce que par exemple, le pouvoir, la gestion vraiment
la gestion très malheureuse de la pandémie de Covid, les problèmes, la résolution des pénuries de l'eau potable, ainsi que la chute vertigineuse du pouvoir d'achat de la majorité du peuple djiboutien et le développement endémique des jeunes, le chômage endémique des jeunes, constituent des éléments clés de la conjoncture et les pouvoirs, pour ne pas avoir à répondre ça, à résoudre ce problème, ils s'attellent à diviser les communautés, parfois par sous-clan, pour qu'il y ait des confrontations entre les communautés. Ce n'est pas uniquement le problème entre les affaires et les Islam, mais il y a aussi des problèmes qui créent entre les tribus des communautés. Et c'est un pouvoir qui se maintient sur la division du peuple, et c'est un pouvoir qui cultive à tout moment toute brèche pour que la communauté chrétienne s'entretue, se batte pour dire voilà, je suis le seul rempart qui peut empêcher l'éclatement de ce pays. Alors que c'est lui qui est un régime pyroman, c'est lui qui a la tête de toutes les tensions et c'est divisé pour régner. Et aussi, c'est pour entretenir les climats de méfiance pour que le peuple ne soit pas uni pour que le peuple ne réfléchisse pas pourquoi le problème qui vit au quotidien, le manque d'eau potable, le chômage endémique des jeunes, il y a le problème de courant électrique, la cherté du courant électrique, pour que le peuple ne se pose pas des questions vraiment primordiales. Le peuple essaie de détourner l'attention du peuple vers des sujets qui sont susceptibles de le maintenir au pouvoir en divisant le peuple entre communautés et entre tribus et entre clans et sous-clans même. Je rebondis sur une chose que vous avez dit. Il veut se donner l'image de celui qui est le garant de la stabilité ou de la sécurité du pays. Est-ce que ce n'est pas vis-à-vis des forces internationales ou des pays qui sont prépositionnés à Djibouti et qui manifestement ne font rien dans ces affaires, n'interviennent pas? On n'entend même pas parler. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que le pouvoir djiboutien veut se montrer comme le seul garant de l'intégrité de ce pays. C'est vis-à-vis des pays occidentaux, tant pour les bases qui sont préstationnées à Djibouti et pour le responsable politique du pays. Malheureusement, il y a maintenant les forces qui sont prépositionnées à Djibouti, ils ont des vidéos qu'ils ont capté lorsqu'il y avait les affrontements. Ils ont vu que le peuple n'était pas uniquement, c'est pas le peuple qui s'est entretué, mais c'est la police qui menait les émeutiers. Et vous avez vu dans les vidéos qui ont été mises sur les réseaux sociaux, et des jeunes en civil ont été en train de lancer des capuches sur d'autres maisons. Et c'était, par exemple, lorsqu'il y avait des voisins à Issa qui voulaient sauver leurs voisins à Fard, c'est la police qui les a réprimés pour dire vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas empêché à ce que les maisons soient incendiées parce que c'était le scénario qu'ils avaient prévu, c'est que le peuple tout entier, que tous les États s'élèvent comme une personne pour lâcher les affaires. Mais ça n'a pas été le cas, et ce qui fait que les pays occidentaux considèrent le régime djiboutien comme le seul rempart, mais en réalité, c'est un régime pyromane. C'est le régime qui constitue un danger pour l'existence de Djibouti. C'est le régime de Guélé qui constitue un danger pour le peuple djiboutien, de toutes les communautés confondues. Face à cela, quel message auriez-vous à donner en conclusion? Quel appel auriez-vous à faire au peuple djiboutien pour, je dirais, éviter des événements dramatiques? Moi, je dirais d'abord, quel qu'il soit, maintenant, ce qui est passé, on attendra un jour la justice va être rendue d'abord aux victimes. Maintenant, je demande aux Djiboutiens de calmer, de créer, comme vous avez l'habitude de créer de comités de vigilance dans chaque quartier, à Warabeli, à Balbala tout entier,
ils doivent réactiver ce processus. Et c'est les Djiboutiens qui n'ont pas intérêt à s'entretuer parce que c'est un peuple qui est malmené dans son ensemble. Il n'y a pas que, c'est tout le monde qui est malmené dans ce pays. Chacun, maintenant doit comprendre le pourquoi, doit se poser les questions, pourquoi il y a cette tension, quels sont les motifs. Tout ça, ce n'est pas eux, c'est étranger à leur quotidien. Donc, ils ne doivent pas être utilisés comme des instruments qui s'entre-déchirent. Ils doivent cultiver, comme ils avaient toujours cultivé, la paix entre les voisins, entre les communautés. Les Djiboutiens ne sont pas un peuple belliqueux, c'est un peuple pacifique. Et maintenant, on veut le transformer en peuple belliqueux et ça ne doit pas passer. Il y a eu toujours des gens qui se sont opposés aux tensions intercommunautaires et ils doivent encore agir davantage sur la paix civile. Le gouvernement, ce n'est pas un gouvernement responsable, donc s'il appartient aux citoyens, de veiller à ce que la paix soit toujours maintenue au niveau de la population. Tout à chacun a gagné à la paix et nous avons tout à perdre quand il s'agit de tensions et nous ne savons pas. Il ne faut pas écouter les sirènes de la division, les sirènes de la vengeance. Le problème qui se passe en Éthiopie, c'est un problème éthiopien qui doit être résolu par des Éthiopiens, non par des Djiboutiens. Nous, les Djiboutiens, nous n'avons pas de problème entre nous. Nous devons rester unis. Nous devons rester unis dans notre vie. Nous devons garder notre calme. Sinon, il y a des gens qui viennent nous entraîner dans des affrontements qui nous sont totalement étrangers. Et nous voulons rester Djiboutiens. Et c'est ce que je propose, c'est que les Djiboutiens cultivent davantage. C'est ça, que la culture de la paix doit prévaloir et ne sais pas, la division doit être absoute dans toutes nos démarches. Merci. Donc, j'ai bien compris, vous dites aux Djiboutiens, surtout ne cédez pas aux appels à la division parce que vous couperiez votre branche, c'est-à-dire que vous iriez à l'encontre de vos intérêts. Mais écoutez, merci. On va passer à la deuxième partie sur la situation actuelle. Je pense que tous les 2 jours, 3 jours, vous nous envoyez un communiqué de presse nous signalant une arrestation, nous signalant des cas de viol, nous signalant des cas de torture. Le dernier en date étant un haut dirigeant de l'ARD qui allait se faire opérer après un accident et qui est incarcéré à Gabod. La situation se dégrade ou elle est toujours la même, à votre avis? Je veux d'abord, maintenant, par exemple, à Djibouti, la situation des droits de l'homme se détériore de jour en jour. La situation ne fait qu'empirer parce que les libertés fondamentales sont combattues par le régime. Les droits à l'expression, les partisans des partis d'opposition, les partisans des partis d'opposition, les activistes des réseaux sociaux sont sanctionnés uniquement sur la base de leurs écrits, de leurs paroles, et ils sont carrément jetés dans la prison, sans tenir compte de leurs conditions physiques. La torture est pratiquée, et c'est une pratique courante. La torture est totale, elle a refait surface. Il y a par exemple, les prisonniers qui ont été arrêtés pour des liens de parenté avec les éléments de la résistance de fruits, ont été tous torturés. Et maintenant, ça se répercute. Nous avons aujourd'hui, par exemple, des jeunes qui ont été torturés en janvier 2021 à Tadjoura, souffrent encore des séquelles de torture. Ils n'ont pas été présentés à l'hôpital. Et aussi, il y a le dernier cas qui est arrêté, Abdallah Bro, c'est quelqu'un qui devait être opéré le 31 août. Avant son opération, il était directement en prison, sans tenir compte du processus de traitement qu'il était en train de suivre. Et il y a toujours des arrestations. Sur un simple oui ou non, on arrête. Mais ce sont les libertés fondamentales qui sont menacées à Djibouti et qui sont totalement combattues par le régime.
On a parlé en effet d'un certain nombre de prisonniers qui sont maintenant prisonniers à Djibouti, qui ont été arrêtés soit en Éthiopie, et ça c'est étonnant, puis ils ont été arrêtés en Éthiopie et extradés pratiquement le lendemain manu militari, c'est-à-dire sans passer par la justice éthiopienne, qui pourtant était prête à statuer sur leur cas. Je pense au lieutenant Fouad, à Abdallah Ali Oudoum, dont l'effigie du grand-père est sur un des billets de Djibouti, donc quelqu'un qui a été une famille qui est reconnue. Ceux-là ont été arrêtés en Éthiopie, extradés avec la volonté d'Abiy Ahmed, qui pourtant était prix Nobel de la paix et qui, je pense que le prix Nobel se mord un peu le bout des doigts. Bon, il y a d'autres prisonniers politiques comme le soldat Gabassé, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait de grave. Le nombre de prisonniers politiques à Djibouti sont au nombre d'une vingtaine de jeunes. Ils ont été tous arrêtés. Bon, une partie, c'est parce qu'ils ont des liens de parenté vraiment fruits. Bon, quand il s'agit de Fouad et Barhat Ali Oudoum, ce sont des personnes qui ont été extradées de Djibouti. Là, était en train de faire ces documents de demande d'asile politique. C'est le lieutenant Fouad. Il a été arrêté et il a été directement transféré à Djibouti. Et l'autre aussi, c'était un activiste. Barhat Ali Oudoum aussi, c'est quelqu'un qui était un activiste qui a été arrêté et malgré la justice éthiopienne qui voulait le libérer, il a été accusé dans un premier temps d'avoir tué à Djibouti quelqu'un et dès qu'il a été remis au Djiboutien, on l'a accusé de terrorisme. Ils sont au total une vingtaine de jeunes à accroupir dans la prison de Gabon. Et ce sont des personnes qui ont été tous torturées. Et quand ils ont été torturés, ils ne bénéficient d'aucun soin pour se remettre de torture et leur situation s'aggrave. Et c'est le cas pour le jeune Omar. Et Gabassé aussi, il souffre aussi, qui a été arrêté parce que, voilà, sans qu'il y ait vraiment quelque chose de sérieux, un dossier rapide, ce sont des gens qui croupissent dans la prison sans motif, sans chef d'inculpation, uniquement parce que le pouvoir veut que ces gens-là soient en prison. Ce sont des otages. Moi, je les appelle des otages parce que c'est pour faire des pressions sur des personnes qui n'ont rien à voir. Par exemple, si un frère est dans la résistance du fruit, ce n'est pas la faute du jeune Omar qui se trouve qui travaillait à l'ONEA de Tadjoura de payer pour son frère qui se trouve dans le fruit. Et c'est le même cas pour les autres. Et voilà, le pouvoir, c'est un pouvoir qui maintient des otages. On peut les appeler uniquement otages, ces gens-là. Ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des otages qui sont mis pour faire des pressions sur des gens ou des groupes de personnes. Alors, est-ce que ça vient aussi d'un système judiciaire qui est pourri? Est-ce que c'est l'ensemble de l'institution judiciaire qui est aux ordres de Guélé, ou est-ce qu'à l'intérieur de la justice, il y a quelques personnes qui sont dévouées, comme Madame Lami Saïd Mohamed, qui reçoit des récompenses, puisqu'elle est passée de juge à procureur, et c'est elle qui maintient en prison un certain nombre de jeunes. Alors, est-ce que ce sont quelques personnes qui sont à la solde de Guélé, ou est-ce que c'est l'ensemble de l'institution judiciaire qui maintenant est dépendante du régime? Là, je ne peux pas généraliser parce qu'il y a des personnes, il peut y avoir des personnes intègres dans la justice, oui. Mais ces gens-là sont mis de côté, n'occupent pas des positions de responsabilité. Et pour occuper une responsabilité au sein de l'appareil judiciaire, il faut être totalement dévié, il faut être vraiment l'outil de répression.
Et s'il y a des magistrats vraiment intègres, mais ils n'ont aucune responsabilité, ils ne sont que là pour gagner leur vie. Quand il s'agit de, par exemple, le procureur, c'est un poste politique, c'est un poste qui est redevable à sa nomination, et c'est un peu, la procureure de la République est obligée de suivre les ordres de ceux qui l'ont nommé. Mais ce n'est plus, la justice aussi n'est pas du tout indépendante, parce que la justice est tributaire de l'action politique du pays. C'est ça qui fait que il y a des jeunes qui sont incarcérés. Par exemple, un exemple, Abdallah Abro ne serait jamais à Gabon à ce moment-là, alors qu'il attendait une opération chirurgicale. Bon, on pouvait le laisser en liberté provisoire et qu'il devait répondre de ce qu'on lui reproche au cours d'une audience et le laisser passer sur l'opération chirurgicale. Mais ça n'a pas été le cas. Il a été directement jeté à Gabon sans tenir compte de sa situation. Son pays peut pourrir indéfiniment. Il doit payer parce qu'il a usé de son expression, de sa liberté d'expression. Et c'est ça qui fait que le système judiciaire est malade. C'est un système malade qui mérite des soins, qui mérite à être restauré parce que le peuple djiboutien n'a plus confiance au système judiciaire djiboutien. Tout le monde, tout un chacun sait que c'est un système qui est inféodé au régime et le régime n'est pas démocratique. Si le régime était au moins démocratique, oui, mais si le régime n'est pas démocratique, si le système judiciaire est inféodé à un régime despotique, ça ne peut engendrer que des dégâts, ça ne peut engendrer que des injustices, ça ne peut engendrer que des incarcérations abusives, et ça ne peut engendrer que des viols des femmes qui sont, par exemple, il y a une jeune femme qui a été violée au premier août, et ces violeurs n'ont pas été poursuivis. Oui, c'est dramatique. Mais que fait la CNDH? Il y a un comité de défense des droits de l'homme à Djibouti. Qu'est-ce qu'il fait? La CNDH est une commission qui travaille pour blanchir le gouvernement. C'est l'avocat. C'est l'avocat du régime. C'est une organisation qui ne fait qu'opposer à la LDDH au lieu de s'occuper de son travail. Ils sont en train de discuter de tout ce qu'on écrit et de démentir tout ce qu'on écrit parce que ils sont là uniquement pour défendre le régime. Mais c'est une institution qui n'a aucune crédibilité tant au niveau national qu'international. C'est une organisation c'est une section, c'est un service, c'est une commission, c'est un service du ministère de la Justice pour défendre le régime et pour contrecarrer la LDDH. Mais réellement, c'est une organisation, c'est un service qui ne répond pas, qui n'a aucune prérogative indépendante et c'est vrai qu'ils sont dépendants par leur budget, par leur installation dans des bureaux spacieux, mais ils ne font jamais leur travail, ils ne font que, vous ne les entendrez jamais, sauf lorsque la LDDH va faire des rapports, ou bien lorsque la LDDH va médiatiser les cas d'un prisonnier politique malmené, et là, ils vont aller à Gabon avec des micros de la RTD pour dire, voilà, nous sommes les droits de l'homme. Comme les Djiboutiens ne connaissent pas tous les droits de l'homme, ils se prétendent des droits de l'homme, et là, ils piègent des prisonniers politiques. Ça a été le cas pour Fouad Youssouf Ali. Il a cru, le pauvre Fouad a cru que c'était une organisation des droits de l'homme indépendante, il l'a rappelé, et après, ils ont démenti tout ce que nous, on avait écrit, et tout ce que lui, il avait posté à partir de sa cellule. Tous. Très bien. Écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie de cet entretien. On va arrêter là et on est toujours à votre écoute et à la réception de vos communiqués. En tout cas, merci et je dirais bon courage.